Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 20h. Sénégal-Mauritanie, un couple est-il en train de naître? Le président Macky Sall à Nouakchott à la rencontre du président Aziz. Une coopération pour le meilleur, l'énergie, et pour le pire, l'insécurité dans la sous-région. Deux sujets préoccupants pour les deux chefs d'État. La sous-région ouest-africaine très préoccupée également par le trafic de drogue et le trafic d'objets culturels. Dakar abrite deux rencontres ayant pour objectif de vaincre les deux fléaux. Le dossier de ce 20h, les partis politiques au Sénégal, leur nombre, leur image et leur fonctionnement en question. L'alternance générationnelle réclamée par de jeunes loups aux dents longues se transforme en conflit de génération. Notre invité, Maître Mamadama Gueye, ancien candidat à l'élection présidentielle. Lutte, le syndicat des ténors de l'arène est né, une association initiée par ceux que la presse surnomme les VIP pour défendre les intérêts de tous les lutteurs sénégalais. Et puis, carnet de voyage, la Côte d'Ivoire retrouve petit à petit une vie normale, plus d'une année après la chute de Laurent Gbagbo. Mais chez les Sénégalais d'Abidjan, les plaies ont du mal à se refermer. Ils ont aussi le mal du pays. Envoyé spécial au pays de la Lagune ébriée. Bienvenue. Macky Sall est à Nouakchott donc depuis hier. Le président sénégalais est l'hôte de son homologue mauritanien Aziz. Plusieurs dossiers, dont certains brûlants comme l'énergie et la sécurité sous-régionale, sont dans l'agenda des deux chefs d'État. À propos du couple sénégalo-mauritanien, le récit d'Ibrahima Kane. Cette visite intervient au moment où plusieurs frictions ont été notées entre les pêcheurs sénégalais et les gardes-côtes mauritaniennes en ce qui concerne les licences de pêche. Un dossier inscrit au menu des discussions entre Macky Sall et le président Abdelaziz. Ainsi, le chef de l'État sénégalais a proposé des ébauches de solutions, non sans rassurer son homologue mauritanien de sa ferme volonté d'exhorter les pêcheurs sénégalais au respect des lois mauritaniennes en matière de pêche. Autre point qui sous-tend également ce déplacement, l'énergie. Macky Sall avait fait part de sa volonté de nouer des partenariats avec la Mauritanie qui a un fort potentiel dans le secteur de l'énergie. La Mauritanie pourrait être un bon fournisseur en produits énergétiques, notamment le gaz, avait déclaré le ministre sénégalais de l'énergie présent à Nouakchott. Les deux chefs d'État ont échangé sur cette question pour dégager les contours de cette nouvelle coopération. Outre le réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays, les deux hommes ont scruté la situation sécuritaire sous-régionale secouée par la crise malienne. Ils ont examiné des questions d'intérêt commun. Reste à définir les voies et moyens à même de matérialiser dans les meilleurs délais toutes les propositions et perspectives qui devraient déterminer la nouvelle forme de coopération. Et le président Macky Sall est rentré en fin d'après-midi à Dakar. Autre sujet de préoccupation sous-régionale, le trafic de drogue par voie maritime et fluviale. La douane sénégalaise et ses homologues d'Afrique de l'Ouest aux avant-postes. Une rencontre se tient à Dakar pour faciliter l'interconnexion entre les États concernés. Un partage d'informations est nécessaire pour vaincre les réseaux de trafic de drogue. Compte rendu Louise Sarr avec Atanarba. L'Afrique de l'Ouest, devenue ces dernières années la plaque tournante du trafic de drogue, inquiète les autorités. L'ampleur de ce fléau est la récurrence des saisies avec 2,4 tonnes sur la Petite Côte au Sénégal, 3 tonnes au large de la Guinée-Conakry, encouragées par la porosité des frontières, interpellent les douanes de la sous-région. Les saisies de drogue, c'est pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Nous avons des saisies. La semaine dernière, au niveau de la cellule antitrafic de l'aéroport, qui regroupe la douane, la gendarmerie et la police, avec la collaboration de l'Ocretis, nous avons saisi 3 kg de cocaïne. Je dis bien 3 kg de cocaïne. 72 heures également, les douanes de Fatick ont saisi 286 kg de chanvre. Il y a un mois, à Koungheul,
Les douanes ont saisi 250 kg de chanvre. Le trafic est une réalité et que c'est un danger énorme qui menace notre économie et les populations sénégalaises et de la sous-région de façon générale. À travers ce séminaire, une base de données sera adoptée pour rendre accessibles les renseignements sur les réseaux de trafic de drogue. La lutte contre ce trafic, ces trois volets, c'est comme la lutte contre le terrorisme. Il faut un aspect renseignement, c'est important. Et le renseignement, j'ai dit tout à l'heure, il faut une bonne coopération à l'interne, mais également une bonne coopération sur l'international. Il faut une bonne coordination à l'interne et une coopération sur l'international. Et donc, le deuxième volet, c'est le volet opérationnel. C'est ce que les forces de défense et de sécurité organisées font sur le terrain à longueur de journée, toute l'année, 24 heures sur 24. Mais également, il y a un volet judiciaire, parce que naturellement, quand vous prenez des trafiquants, il y a toute une procédure qui est déclenchée. Au terme de ce séminaire, j'espère, je ne veux pas anticiper sur les conclusions, que nous pourrons constituer une base de données interopérationnelle pour que toutes les unités de douane de la sous-région puissent l'enrichir, échanger les informations, échanger les renseignements pour faire face au fléau de la criminalité transnationale organisée. Le ministre de l'économie et des finances, M. Amadou Kane, a affirmé la volonté du gouvernement à bâtir un environnement sécurisé contre le trafic illicite transfrontalier, mais aussi assurer la protection de la santé publique. Les douanes sous-régionales en lutte contre le trafic de la drogue. Un trafic peut en cacher un autre. Là, nous évoquons le trafic illicite des objets culturels, toujours dans l'espace ouest-africain. Une initiative de l'UNESCO réunissant plusieurs dizaines d'experts dans la capitale sénégalaise. Un sujet de Birama Saounera Iboussissé. Le mot d'ordre est donné, protéger le patrimoine culturel de la sous-région. Pour ce faire, 40 experts et professionnels sont en conclave à Dakar. Objectif, trouver des stratégies de lutte efficaces contre le trafic illicite des objets culturels. Et si on prend par exemple l'exemple du Mali, où il y a actuellement un conflit et qui facilite aussi le trafic illicite de biens culturels. Vous savez très bien que le Mali regorge de biens culturels. Renforcer les textes législatifs pour mettre en place des mesures coercitives pour lutter ou empêcher en tout cas ce trafic de biens culturels. Je crois qu'il faut d'abord commencer par ça et en plus également renforcer la connaissance des forces de défense et de sécurité, militaires, gendarmes, douaniers et la police pour pouvoir lutter efficacement contre ce trafic illicite. Parmi les pays de la sous-région, le Mali est le plus menacé par ce trafic à cause de la crise qui sévit dans ce pays depuis le coup d'État du 22 mars dernier. Le directeur du Musée national du Mali rassure. Selon lui, des dispositions sont prises. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour renforcer les mesures de sécurité, pour diminuer les risques de vol. Pour ce qui concerne donc les biens au sein des communautés de sites archéologiques, c'est vrai qu'effectivement la situation générale favorise les vols. Et il faut travailler en termes de sensibilisation des communautés. Il faut renforcer les formations au sein des policiers et des douaniers pour que en cas de vol, que nous soyons en mesure d'empêcher que les choses ne partent illicitement vers l'étranger. Il faut peut-être harmoniser les législations de chaque pays pour que un certain nombre de points de coopération régionale soient renforcés. Mais il faut surtout travailler aujourd'hui sur la base de la Convention de l'UNESCO pour qu'effectivement on soit solidaire et qu'on aide les pays qui sont aujourd'hui dans une situation difficile à préserver leur patrimoine. Les participants à cette rencontre vont également se pencher sur le rôle de la police et des douanes. Il s'agit toujours de combattre les trafiquants et pilleurs de biens culturels en Afrique de l'Ouest. Une toute autre actualité, l'UMS continue de croiser le fer avec le gouvernement sénégalais à propos du Fonds commun des magistrats. Le président de l'Union des magistrats sénégalais a confirmé dimanche l'opposition de son organisation au décret portant suppression du dit fonds. El Hadj Abdoul Aziz Seck a profité de la tribune du grand jury de la RFM pour s'expliquer sur les avantages attribués aux magistrats. Ibou Diouf. Pendant plusieurs jours, l'Union des magistrats du Sénégal occupe une place de choix dans la presse sénégalaise, une actualité qui tourne autour des avantages attribués aux magistrats. Invité de l'émission du grand jury de la RFM, le secrétaire général de l'UMS revient sur cette actualité. Les magistrats ont bénéficié de ce qu'on a appelé l'indemnité de judicature, qui en fait a commencé à exister en 1998.
C'est en 1998 que cette indemnité a été instituée pour la première fois. À l'époque, elle était de 150 000. Puis elle a été portée à 300 000, je ne me souviens plus de la date, puis à 800 000 en 2006. Et quand cela a été fait, les gens ont présenté les magistrats comme étant les fonctionnaires les mieux payés, ce qui a d'ailleurs créé des problèmes parce que les autres administrations ont rié dans les brancards en disant que ce n'était pas normal et autres. Une occasion pour le président de l'UMS d'apporter des éclaircissements par rapport à certaines allégations faites dans la presse. Et sur ce fonds commun, je dois dire que les magistrats ne sont pas les seuls dans ce pays à bénéficier de ce fonds commun. Disons, d'ailleurs nous n'en bénéficions pas encore parce qu'il n'était pas encore entré en vigueur. Mais c'est un fonds qui existe dans toutes les autres administrations. Dans les autres administrations, certains ont bénéficié de primes, relativement équivalent à l'indemnité de judicature et qui donc ne sont pas imposables. C'est-à-dire qu'en plus de leurs primes, eux, de leur salaire, ils ont obtenu des primes, en plus de leur fonds commun, qui ne sont pas imposables. Je ne veux citer personne, mais c'est pour vous dire que on fait croire à l'opinion que les magistrats sont les fonctionnaires les plus choyés de la République, alors que c'est vraiment loin d'être le cas. Et pour montrer à l'opinion que les magistrats ne sont point les fonctionnaires les plus choyés de l'administration sénégalaise, El Hadji Abdoulaziz Seck n'a pas hésité à dévoiler son salaire net. Je ne sais, je ne peux pas, mais je peux même vous montrer moi par exemple mon bulletin de salaire que j'ai amené avec moi. Vous voyez, il y a une indemnité de 800 000, il y a le salaire initial de 185 000, les indemnités de 37 000, de 16 000, de 25 000, d'autres de 28 000, etc. Au total, vous vous retrouvez avec des impôts de presque 300 000. Ça veut dire que tout ce qu'on vous donne d'une main, on vous le reprend de l'autre. Vous avez un net de combien? Actuellement, personnellement, moi j'ai un net de 834 000. L'UMS soutient que la magistrature est encore indépendante et c'est la Constitution qui le dit. L'Union des magistrats du Sénégal demande des réformes en agissant sur deux leviers, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Touba, on n'en parle pas suffisamment, n'a pas été épargné par les dernières inondations. Une partie du quartier Poulaillé est sous l'emprise des eaux de pluie. Ses habitants désarmés attendent une main salvatrice. Reportage à Touba, Cheikh Abdou Khadir Makesek avec Alioune Diagne pour les images. Plus d'une dizaine de maisons englouties dans les eaux. Voilà tout ce qui reste de ces habitations au quartier Poulaillé de Touba. Une situation catastrophique qui rallonge la liste des sinistrés. On a perdu tous nos bagages, les lits, les armoires, le fauteuil. J'ai aussi perdu 300 000 francs. En termes d'aliments, des sacs de riz, un sac de mil, des moutons ont péri. C'est tout ce qu'on a perdu. À la différence des autres zones touchées par les pluies, Touba n'a pas de site de recasement. Les voisins épargnés par les inondations hébergent les personnes sinistrées. On vit avec nos voisins qui nous ont hébergés. On nous a prêté une maison dans les parages. Ces populations qui ne savent plus à quel saint se vouer demandent une assistance. On ne demande qu'à être aidé. On n'exige rien du tout. Quelle que soit la nature, on est preneur. Il faut assainir le quartier, le désinfecter et enlever les ordures. C'est le plus urgent. Les fortes précipitations ont occasionné un lot de désolation dans la cité religieuse. Même une partie du mur du cimetière a cédé. Nous ouvrons à présent notre dossier du jour, un gros plan sur la vie des partis politiques au Sénégal. Près de 200 formations rivalisent. L'ennui est que leur nombre et leur image agacent une bonne partie de l'opinion. Le désamour est parfois tel qu'on est tenté de se poser des questions élémentaires. Qu'est-ce qu'un parti politique? Comment le constituer? Comment est-il régi? Fatima Ba se prête au jeu. Un parti politique est une association organisée qui rassemble des citoyens unis par une philosophie ou une idéologie commune. Pour qu'un parti politique soit valable, il faut qu'il dispose d'un acte de reconnaissance délivré par le ministère de l'Intérieur. Cette demande de reconnaissance doit être effectuée par la personne morale du parti, c'est-à-dire le président ou le secrétaire général suivant le cas. Tout ça doit se faire après la tenue d'une assemblée générale constitutive au cours de laquelle les statuts et le règlement intérieur auront été adoptés et un bureau élu.
Tout parti politique doit disposer d'un texte constitutif qui précise son organisation interne. L'existence de structures est une condition nécessaire pour que les partis puissent perdurer, s'implanter dans le corps électoral, mais également travailler avec efficacité à la conquête du pouvoir. En général, au niveau national, un congrès réunit périodiquement les adhérents et c'est l'occasion d'un débat entre les différentes sensibilités. Ce congrès a pour mission première de désigner les instances nationales du parti. Quels que soient les termes utilisés, il y a toujours un bureau ou un conseil national avec au sommet un président ou un secrétaire national. Ce chef est le plus souvent élu par l'ensemble des militants. Il doit être précisé dans les statuts du parti son engagement à respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Une foultitude de partis politiques, mais un dénominateur commun, la démocratie interne est la chose la mieux partagée au sein du paysage politique sénégalais. La problématique de la démocratie interne et bonjour les crises répétées, l'actualité est même marquée par des batailles de leadership dans certains partis. Alpha Ousseynou Ndiaye, Yaya Diallo, la voix de Dissa Préra. Le mode de fonctionnement interne pose de réels problèmes, surtout au niveau de certaines formations politiques. Aujourd'hui, le débat se pose sur la scène politique. En réaction à cette situation, Mor Faye, le chargé de vie politique de Vision socialiste, affirme qu'il y a de la démocratie au sein du Parti socialiste. Ce qui est des renouvellements dans les partis politiques, le Parti socialiste est un exemple. Nous constituons l'exception. Parce que c'est un parti qui se renouvelle à chaque instant. En 2007, on a renouvelé notre parti et on s'apprête à aller vers des renouvellements d'ici peu de temps. D'après le jeune socialiste, le congrès de son parti est prévu en 2013 et toute personne qui aspire à diriger le parti peut présenter sa candidature. Sanor, aujourd'hui, il fait partie des responsables politiques les plus jeunes. Aujourd'hui, il a 62 ans. Il n'a pas 75 ans, il n'a pas 86 ans. Mais aujourd'hui, si les gens pensent qu'il doit partir, c'est très normal. Nous sommes un parti démocratique. Si Mor Faye est candidat au secrétaire général du Parti socialiste pour le renouvellement en 2013, il n'a qu'à poser sa candidature. Les socialistes vont choisir. Mais il n'y a pas à dire à quelqu'un il faut partir. Non, il faut se battre pour prendre la place de quelqu'un. Pourtant, il est également vrai que dans certains partis politiques, la démocratie n'est pas la chose la mieux partagée. Selon Ousmane Ndiaye, responsable des jeunes de Djefdjel et par ailleurs responsable de la génération Sentinelle pour la République, estime que les formations politiques au Sénégal en souffrent. Il y a un principe qui est fondamental, c'est la démocratie. Dans les partis politiques, il faudrait nécessairement que la démocratie puisse régner, puisse être au cœur des actions des partis politiques. Mais malheureusement, il faut le constater. Nous autres militants des différents partis politiques, nous avons constaté que dans les partis politiques, il y a des failles. Ousmane Ndiaye demande à ce que les partis politiques respectent les textes et règlements qui régissent le fonctionnement des partis. Les partis politiques doivent apprendre à faire les renouvellements de leurs instances respectives à tout moment et au moment opportun. Les partis politiques doivent cesser de trouver comme prétexte que nous sommes en période électorale, nous sommes en période post-électorale, pré-électorale, nous allons différer les congrès, nous allons différer les conseils nationaux. Non, les partis politiques doivent s'assumer. Les partis politiques doivent appliquer la démocratie en leur sein pour éviter les nombreuses dissidences et autres querelles de positionnement. Et puis il y a le débat autour de l'alternance générationnelle, un débat qui vire à un conflit de génération, comme dans Sous l'orage de Seydou Badian. Anciens et jeunes loups aux dents longues s'affrontent sous l'arbitrage de quelques citoyens interrogés par TFM. L'avis que j'ai d'un parti politique, à chaque fois qu'il y a un secrétaire général dans un parti, après 5 ans ou bien peut-être 4 ans, il faut peut-être aller dans le sens de le renouveler. Ça va dans le sens de mieux organiser le parti et de mieux faire vivre le parti politique. Je crois que depuis l'indépendance, les vieux sont là. Donc il est temps qu'ils cèdent la place à la nouvelle génération. Avant que les anciens dirigeants cèdent la place, il faut que la nouvelle génération soit formée. Auparavant, les jeunes avaient la chance d'être formés à l'école du parti. Ils ont beaucoup appris aux jeunes. Donc je pense qu'il est temps qu'on les laisse prouver. Je trouve que ces dirigeants doivent céder la place à la nouvelle génération, d'autant plus qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience. C'est vraiment ça la logique. Je pense qu'en toute chose, il faut qu'il y ait des vieux. Les vieux sont les sages. Les vieux sont les bibliothèques.
Des jeunes qui n'ont aucune formation politique ne doivent pas diriger les partis politiques. Même dans une maison, il n'y a pas de Dieu, c'est pas bon. Le Dieu, c'est un sage qui met les gens sur la bonne voie. Dans les partis politiques aussi, il faut qu'on laisse les dieux comme des conseillers, mais les dégager complètement, c'est pas bon. Changement de plan, carnet de voyage en Côte d'Ivoire. Le pays se remet tout doucement, plus d'1 an après la chute de Laurent Gbagbo. Nos envoyés spéciaux à Abidjan lors du match pour la CAN 2013 entre Éléphants et Lions nous parlent des séquelles encore ressenties par les Sénégalais vivant en terre ivoirienne, des blessures qui ont du mal à se cicatriser et un retour au bercail qui s'annonce paradoxalement des plus compliqués. Cheikh Tidiane Diao, Djibilay Diop. Un souvenir lointain et à la fois si proche. Moi, j'ai plus de match, je me vois, il n'y a plus d'armes. J'étais obligé de prendre une calache pour pouvoir me défendre. Tu vois, si tu ne faisais pas ça, c'était pas bon. Je suis là à ma calache. Le corridor me mettait ici. Là, chacun surveille son quartier, quoi. Il ne faut pas que l'armée de Gbagbo venait vers vous. Les séquelles sont là, des blessures causées par la guerre sont encore si fraîches dans les esprits. Yopougon surtout. À Yopougon, on avait instauré une loi. N'importe quelle personne qui circule avec une amulette était systématiquement brûlée avec de l'essence. Une mesure qui était destinée aux étrangers. Je me rappelle de ce jeune Sénégalais qui tentait de fuir à Djamé, mais il a été abattu, il s'est écroulé sous mes yeux. Une situation qui pose la problématique du retour des immigrés à la maison. Moi, c'est depuis tout petit que je suis venu ici. Me demander de retourner à Dakar, c'est me créer plus de difficultés. Je ne connais pas le système là-bas, tandis qu'ici, à Abidjan, je règle tous mes problèmes avec mes connaissances. La Côte d'Ivoire se remet peu à peu de cette guerre qui a déchiré le pays, une guerre civile qui a engendré beaucoup de morts. Les médias, à l'inverse des 1000 collines, s'activent à la consolidation de la paix. Chaque mois, nous avons une réunion avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Et nous avons bientôt, il y aura des émissions publiques dans chaque commune, dans chaque quartier, pour parler de paix, pour parler de réconciliation, pour parler de pardon. La Côte d'Ivoire ne veut plus vivre cette situation. Ce calme que certains jugent précaire continue de hanter encore le sommeil des populations. Mamadou Baviziaou, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Lutte Association des ténors de l'arène, c'est pour défendre les intérêts de tous les lutteurs. L'arène sénégalaise encore dans ses vacances plus que tumultueuses. Les lutteurs sont certainement dans des soubresauts. À l'origine, le plafonnage des cachets à raison de 75 millions selon les promoteurs. Une association est née et elle veut défendre purement et simplement les intérêts des acteurs. Reportage Saher Insadio. Après la décision des promoteurs de ne plus dépasser des cachets de 75 millions, les lutteurs et autres ténors à leur tour sonnent la mobilisation et menacent. Mais selon certains acteurs de la lutte, l'absence de ces lutteurs ne serait pas un handicap pour cette structure. Une situation qui met l'arène sénégalaise dans le flou. L'arène sénégalaise n'est pas menacée par rapport au plafonnement des cachets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un promoteur, s'il veut un combat, il négocie avec le lutteur. Il négocie avec le lutteur ou bien son encadrant ou bien son staff ou bien même son parrain. Il lui propose un cachet. C'est au lutteur de voir si ce cachet proposé lui va à merveille. Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'il va décliner l'offre. Leur absence ne va jamais handicaper la lutte. Bien au contraire, pour le moins, au moins, il y a 18 combats qui ont été ficelés. Sans les Balla Gaye 2, sans les Lac de Guerre 2, sans les Modlo, sans les Babo. Même son de cloche chez les amateurs. Ces derniers estiment que l'absence de ces lutteurs dans l'arène n'aurait pas un impact sur le bon déroulement de cette discipline. Même s'ils arrêtent de lutter avec Guigui, Ama Baldé et les autres consorts, Amaner, quelque chose comme ça, ces gens-là peuvent continuer. Sans eux, l'arène va continuer. Pourtant, les petits combats sont plus intéressants que les grands combats. Si eux ne veulent pas qu'on les paye qu'on les paye moins de 75 millions, bon, on n'a qu'à le donner aux autres. Hein. Pour qu'il y ait de lutte, il faut nécessairement la corrélation de ces différentes entités, à savoir le CNG, les lutteurs et les promoteurs. Nous avons d'énormes lutteurs
Parce que j'ai entendu qu'il y a 4000 licenciés, donc il y a 4000 lutteurs. Donc la lutte peut bel et bien avancer sans les ténors. La tension est déjà perceptible. Dirigeants, promoteurs, lutteurs doivent se retrouver autour d'une table afin de trouver définitivement des solutions adéquates à ce différend. Des solutions à trouver alors. Autre sujet, le football avec l'équipe nationale junior qui se prépare pour la qualification à la CAN de 2013. Les shoots auront lieu au Bénin, leur adversaire ce 23 du mois. Reportage Abdou Aziz Ndiaye. Le temps est donné pour l'équipe nationale junior. Les Lionceaux abordent la dernière ligne droite de leur préparation pour le match face au Bénin. Du contenu, des séances à l'acclimatation, rien n'est laissé au hasard. Nous avons fait un premier regroupement à Thiès qui a débouché sur 2 matchs amicaux contre le Mali, à Kaolack et à Djambar. Donc c'est à la suite de ces 2 matchs que nous avons choisi le groupe qui va jouer le match contre le Bénin. L'entraînement il est standardisé, c'est-à-dire que il faut visiter tout ce qui sert dans le jeu. Tactique, technique, mental, psychologique. Donc nous faisons un entraînement pour visiter tout ça. Et ça nous permet d'avoir des joueurs plus aguerris, qui savent réfléchir, qui savent toutes les solutions eux-mêmes sans qu'on ait à créer derrière. Donc je pense que c'est comme ça qu'on s'entraîne. Donc nous faisons tout pour permettre aux joueurs de tout savoir. La confiance règne dans la tanière. Les Lionceaux partent à Cotonou en conquérant. On se focalise surtout sur ça. On s'entraîne bien, on écoute les consignes du coach. Donc là, je peux dire que... Et puis on est trop confiant, quoi. On est confiant. L'ambiance est là, donc on attend le jour-ci. On a joué 2 matchs amicaux contre le Mali. Là-bas, on a tiré des renseignements, quoi. On a eu quelques expériences là-bas. Et ça nous a aidé, quoi. Donc pour le moral, ça ira. L'objectif, c'est de se qualifier. Et pour se qualifier, il faut qu'on gagne à l'extérieur, quoi. L'équipe nationale du Sénégal s'envolera ce jeudi 20 septembre. Boukounta Sissé et ses hommes, conscients de l'enjeu, espèrent ramener un résultat positif de leur déplacement. Voilà, ce sera tout pour ce journal des sports. Place à la politique avec notre invité. Merci, il est déjà là. Mohamedou Papiziao. Notre invité est Maître Mamad Amagueye, avocat à la Cour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une personnalité remarquée et remarquable de la société civile sénégalaise, ancien candidat à l'élection présidentielle, c'était en 2007. Alors, la démocratie sénégalaise a-t-elle mal de ses partis politiques? Je pense qu'on peut le dire parce que, sans être dans un parti politique, je pense que tout le monde est unanime à constater qu'on a des problèmes de démocratie interne dans les partis politiques, qu'on a des problèmes d'alternance. Et la démocratie sénégalaise a mal des partis politiques parce qu'on ne peut pas prétendre exercer de manière effective et réelle une démocratie dans l'exercice du pouvoir si dans sa propre organisation on n'est pas capable de fonctionner démocratiquement. Ça, c'est un leurre, il ne faut pas se tromper. Donc nous avons, pour qu'on ait une bonne démocratie politique, nous avons besoin d'une bonne démocratie dans les partis politiques. C'est un problème qui est un problème sérieux. Alors le problème surgit dès qu'on parle de l'alternance générationnelle. Pourquoi les anciens ont du mal à accepter cela? Je pense que ça va au-delà de ça. Ce n'est pas seulement une question d'alternance. L'alternance fait partie du principe démocratique. Mais je pense qu'à la base, il faut avoir une analyse plus approfondie. C'est un problème congénital des partis politiques. Nous le savons très bien. Ici au Sénégal, les partis politiques sont quasiment la propriété de ceux qui les créent. D'ailleurs, avant de créer le parti politique, on sait d'avance, la presse, tout le monde sait, qui va être le secrétaire général. C'est celui qui crée son parti politique. On dit, M. X a créé son parti politique. Il y a le possessif. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en plus, on a quand même historiquement un autre problème. C'est l'aspect clientélisme. Le parti est créé par quelqu'un qui s'appuie sur des personnes qui doivent l'aider à accéder au pouvoir avec en retour une rétribution. Et avant même d'arriver au pouvoir, il y a aussi la responsabilité des militants. Parce que quand on est un vrai militant de parti politique et que la relation qu'on entretient avec le secrétaire général est une relation de clientélisme, c'est celui qu'on va voir quand on a une ordonnance, celui qu'on va voir quand on a un baptême, etc. Ça fausse tout.
Donc il ne faut pas s'étonner après que le secrétaire général qui décide de tout, qui est propriétaire de tout, qui subvient aux besoins de tout le monde, soit l'alpha et l'oméga du parti. Il n'est pas seulement leader, chef de parti, il est soutien. Il est beaucoup de choses en même temps. C'est ça le problème. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une analyse approfondie et aller à la base de la création de ce qui structure les partis. Tant qu'on est dans cette relation clientéliste, il y a un problème. C'est peut-être pas valable pour tous les partis politiques, mais pour l'essentiel des partis politiques, et historiquement, ça a fonctionné comme ça. C'est ça la base. Alors, l'alternance générationnelle ou l'alternance tout court a du mal à fonctionner au sein des partis. Pourtant, au sommet de l'État, tout le monde appelle de ses voeux cette alternance. On vient de réussir 2 alternances par voie démocratique. Pourquoi ce paradoxe? Je ne sais pas, moi, je ne me l'explique pas. En tout cas, il y a une incohérence, il y a quelque chose de totalement illogique. C'est-à-dire qu'on croit à l'alternance quand il s'agit d'accéder au pouvoir, mais quand il s'agit de l'exercer dans les partis politiques, ça ne fonctionne pas. Il suffit de faire une analyse des partis politiques qui existent. Pour l'essentiel des partis politiques existants, les secrétaires généraux sont là depuis la moyenne, c'est 10, 15, 20, 30 ans. C'est totalement incohérent. Et ça, c'est quand même un problème. C'est là qu'effectivement, cette question de l'alternance se pose là de manière pertinente. On ne peut pas concevoir une organisation, on ne peut pas concevoir avoir un souffle dynamique sans qu'il y ait alternance. C'est impossible. Quelle solution vous préconisez, par exemple? Écoutez, moi, je n'ai pas la solution parce que moi, je ne suis pas un militant de parti politique. Je n'ai jamais milité dans les partis politiques. Mais je pense que j'ai entendu Ousmane Diaye tout à l'heure. J'ai entendu Ousmane Seck. C'est très bien ce qu'ils font. Je pense qu'il faut les encourager à soulever ce débat. Malick Noël Seck, au sein du Parti socialiste. Il faut les encourager à soulever ce débat à l'intérieur des partis. D'en faire un véritable débat pour que le problème se pose. La solution, peut-être, c'est un détachement un peu vis-à-vis de la politique, en tout cas politique politicienne, peut-être, non? Je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne crois pas que la question de la politique politicienne soit liée à ça. La question du fonctionnement des partis est une question de démocratie. La question de la politique politicienne, c'est une question du contenu du discours et de la démarche des partis politiques. Il y a aussi le comportement. Oui, le comportement, naturellement. Parce qu'effectivement, quand ça tourne dans le vide, il n'y a pas de dynamisme. On finit effectivement par radoter. Et c'est peut-être une des explications de la politique politicienne, peut-être pas la seule. À côté un parti politique pour avoir une démarche sélective, c'est-à-dire quand vous voulez être candidat à une élection présidentielle, si vous êtes un indépendant, les conditions sont beaucoup plus restrictives que quand vous êtes un parti politique. Vous pouvez être un parti politique avec 4 pelés et 2 tondus et ne pas avoir les mêmes conditions que l'indépendant. On ne vous exige pas de signature. D'un autre côté, quand vous êtes indépendant, on vous interdit de participer aux élections municipales. Donc, c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, je pense que pour régler le problème, c'est relativement facile, la question du nombre des partis politiques. Si vous créez les mêmes conditions, si on dit aujourd'hui, pour participer à une élection présidentielle, quel que soit votre statut, parti politique ou non, vous devez présenter 20 000 signatures, croyez-moi, on n'aura pas une floraison de candidatures. Et c'est comme ça, qu'à mon avis, qu'il faut régler le problème. Alors, justement, parmi les solutions, est-ce que vous pensez que les réformes institutionnelles à venir, avec une commission qui sera probablement dirigée par le président des Assises nationales, Amadou Mokhtar Mbow, cette commission-là pourra régler cette question? Mais je pense que c'est des suggestions à faire. Parce que, vous le savez très bien, quel est l'intérêt de constituer un parti politique? Il y a des gens qui ne rêvent absolument pas de la possibilité d'accéder au pouvoir. On crée un parti politique, généralement à proximité des élections. On se donne la possibilité de renforcer en nombre numériquement une coalition. Et on le marchande. On permet à quelqu'un de dire j'ai 60 partis dans ma coalition et 70 partis, alors que c'est total, ça n'a aucune signification. Si aujourd'hui on exige des conditions pour pouvoir participer aux élections, on va vers les questions de financement des partis politiques, on crée des conditions on définit des conditions pour accéder au financement politique. En appuyant le financement politique sur le fonctionnement des partis. Ça va permettre d'améliorer la situation. Très bien. Merci, Maître Mamadou Gueye, d'être venu sur le plateau du 20h incontournable de TFM. C'est la fin pour ce soir. Demain 20h, Khalifa Diakhaté. Bonsoir, merci.